Hello tout le monde, comment ça va? Petite vidéo de rentrée multijeu, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait ce format. Après la grosse critique de Voidfall, on essaie de reprendre un rythme un peu plus régulier. Déjà, commencez par vous abonner si ce n'est déjà le cas, mettez le pouce bleu si vous appréciez ce genre de format. Et puis c'est vrai que j'oublie à chaque fois, mais j'ai envie de faire un petit mot quand même pour le partenariat Golden Meeple. Donc c'est une boutique internet belge qui est tenue par un indépendant. C'est rare pour être, c'est rare pour être souligné, même si il y en a pas mal des françaises aussi. Mais c'est vrai que bon, voilà, vous avez dû voir, il soutient quand même pas mal de youtubeurs. Et je trouve qu'il est dans une bonne démarche. Il essaie de se différencier aussi en ayant pas mal de Kickstarter et ce genre de choses. Et moi, je trouve que vraiment le rapport humain et de boutique avec lui est vraiment cool. Donc voilà, moi je trouve que ça mérite d'être soutenu. Donc voilà, au-delà du partenariat, voilà, il y a le lien en description, mais je vous enjoins à jeter un œil. Il a souvent des nouveautés, il a de la VO aussi, puis il a des tarifs plutôt attractifs normaux. Donc voilà, si vous connaissez pas déjà, je vous conseille vraiment d'y aller. Et puis de temps en temps, on met des partenariats en place pour mettre des codes de réduc sur certains jeux ou faire des opérations quelques jours. Voilà. N'hésitez pas et on commence direct. Donc j'ai fait une petite sélection un petit peu estivale. On est sur la sélection du chill, j'ai envie de dire. Petite dédicace à tous les gens qui adorent mes mots en anglais sur la chaîne. Et on va commencer par un jeu qui est déjà connu, hein, c'est pas une nouveauté, qui est Everdell. Bon, après, c'est pas une nouveauté le jeu de base, mais c'est vrai qu'il y a eu deux extensions récemment. Je vais pas parler de ces extensions parce que je les ai pas testées, mais je vais parler du reste. Et le reste vaut bien la peine d'en parler, notamment le jeu de base. Donc Everdell, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu avec des cartes, avec un arbre géant et avec un petit peu de poste d'ouvrier tranquillou. C'est un jeu vraiment familial plus, avec des règles simples, euh, qui est un peu dans la même catégorie que Wingspan, j'ai envie de dire. Mais Wingspan, j'aime pas du tout, et celui-là, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que pour une raison assez simple, c'est que je trouve que les cartes sont hyper satisfaisantes et la manière dont tu les poses l'est beaucoup. En fait, tu as une mécanique assez simple qui est qu'il y a des bâtiments et des critères, s'ils s'appellent ça, des membres de la population du village, on va dire, des animaux. Voilà, je cherchais le mot, c'est pas la traduction exacte, mais voilà. Mais en gros, quand tu poses un bâtiment, un certain type de bâtiment, tu peux poser gratuitement un certain type d'animal dedans ou de créature. Et voilà, rien que cette mécanique, en fait, c'est du moteur un petit peu caché, j'ai envie de dire. Donc évidemment, les cartes se posent, autant les bâtiments que les animaux se posent avec des ressources, de manière traditionnelle. Mais les animaux ont ce truc de combo sur certains bâtiments que je trouve vraiment très intéressant, en fait. C'est un truc de moteur qui est très simple, mais qui marche vraiment très bien. L'intégration thématique est juste géniale dans le jeu. Bah déjà graphiquement, vous pouvez vous rendre compte que c'est magnifique, les meeples, tout ça. Le jeu vaut son prix du coup. La VF est pas si chère que ça quand même. Enfin, on va dire que dans les tarifs de maintenant, le jeu est plus si cher que ça. Mais à l'époque, quand il est sorti, tout le monde trouvait ça vraiment hyper cher et a raison. Et les extensions encore pire. Mais dans les tarifs d'aujourd'hui, on va dire que ça se vaut. Voilà, après. Pareil, sur l'équilibrage des cartes, il y a quelque chose qui a été fait d'assez simple, qui est que c'est quand même plutôt en équilibrage par le haut, il y a quand même des choses que tu as vraiment plus envie de poser que d'autres. J'y joue beaucoup à deux, donc je suppose que certaines cartes sont peut-être plus rentables et équilibrées à trois quatre, mais c'est vrai qu'à deux, par exemple, tous les bâtiments qui ont une case ouverte, c'est-à-dire qu'un adversaire peut y aller dessus, sont assez peu utilisés, en tout cas par les adversaires. Je trouve que monastère et cimetière, c'est très dur à jouer parce que tu bloques un ouvrier de manière permanente. Et je trouve ça quand même assez punitif par rapport à la force du bâtiment. L'université, c'est toujours tellement, pour moi, c'est le meilleur bâtiment du jeu, clairement. Mais voilà. En fait, c'est assez marrant parce que le jeu paraît pas si équilibré que ça quand tu analyses vraiment les cartes par carte. Mais pourtant, dans le flow global du jeu, je trouve qu'il y a un équilibre qui se fait. Notamment parce qu'il y a une autre mécanique que je trouve très intéressante, c'est que tu ne joues pas qu'avec ta main, tu joues avec une rivière ouverte de 8 cartes dans laquelle, qui est considérée un peu comme la main de tout le monde et dans laquelle tu peux aller jouer des cartes. Donc ça marche vraiment très bien. Au fur et à mesure des saisons qui passent, quand tu passes en fait et tu as posé tous tes ouvriers, fait toutes tes actions, tu passes et tu vas récupérer de nouveaux ouvriers, potentiellement activer d'autres bâtiments, enfin reactiver tes bâtiments de production, mais pas que, mais principalement ça. Et donc ça crée une sensation de moteur aussi en plus des cartes.
qui marche plutôt très bien. Niveau point négatif, ce que je dirais, c'est assez faible en interaction. C'est vraiment très mignon, très gentil. La pose d'ouvrier est vraiment très mignonne. On n'est pas sur de l'attention de Ultimate Railroads, très clairement pas. Mais elle a le mérite d'exister, d'être sympathique. C'était une manière facile d'aller les récolter les ressources. Et surtout, tu as des lieux un petit peu variables. Tu as des lieux de base là qu'on voit ici. Mais tu as aussi des petites cartes qui changent à chaque fois, qui sont des lieux un petit peu plus forts. Voilà, sur lesquels il y a un peu plus de tension. Sur le jeu de base, je trouve qu'il y a un vrai problème sur les objectifs aussi. En fait, c'est des objectifs qui nécessitent, pour être faits, d'avoir deux types de cartes différents. Je trouve ça pas très intéressant parce que d'un, bah du coup, t'es un petit peu soumis au hasard de la pioche, et de deux, ça te force entre guillemets à poser des choses que t'as pas vraiment envie de poser. Donc moi, je trouve pas ça très intéressant. Ça a été corrigé dans une extension dont je vais parler juste après. Mais voilà, dans les points négatifs, je mettrais quasi que ça en fait. J'y joue principalement à 2. Clairement, à 4 ou plus, je vois pas trop l'intérêt. Parce que tu poses quand même, tu fais quand même ton tableau building vraiment dans ton coin. Le but, c'est de faire une série de 5 cartes x 3 lignes. Donc poser ces 15 cartes. Et donc tu as quand même ce truc un petit peu solo. Mais comme les cartes ont des effets pas trop complexes, surtout quand tu commences vraiment à enchaîner pas mal de parties, à bien le connaître, t'as vraiment un truc où tu peux quand même pas mal te concentrer sur l'adversaire ou les adversaires. Mais même quand tu fais ça, ça reste quand même relativement tranquille. Il y a une carte qui s'appelle le fou aussi, qui permet de mettre des points négatifs chez l'adversaire s'il s'en débarrasse pas. Bon voilà, c'est très mignon, ça joue pas pour ça. Le tableau, ça se joue vraiment pour la satisfaction du tableau et du posage des cartes et de cette immersion dans l'univers qui marche vraiment très très bien. Moi, dans cette catégorie, je trouve ça un milliard de fois mieux que Wingspan. J'exagère évidemment sur le 1 milliard, mais clairement, voilà, tout ça pour dire que c'est pas parce que j'aime pas Wingspan que j'aime pas tous les jeux qui sont dans cette catégorie, et encore moins les jeux de cartes qui sont dans cette catégorie. Et pour moi, Everdell remplit bien mieux cette catégorie de par la satisfaction du moteur de cartes, notamment, et la pose d'ouvrier que je trouve un peu plus sympa aussi. Mais vraiment, les cartes ont une vraie personnalité et ça me plaît beaucoup. T'es pas juste à la recherche des points de victoire. T'as vraiment, tu te crées un petit peu une histoire même quand tu fais le village. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment très puissant. Euh, j'ai une petite autre illustration. Du coup, en ce moment, à quelle extension? Bah voilà, les cartes sont magnifiques, hein, clairement. Donc on va un petit peu aborder les extensions rapidement. En ce moment, je joue pas mal à Belfair. Alors, Belfair, c'est une série de mini-modules qui peuvent être intégrés avec toutes les grosses extensions. Euh, c'est une extension que je trouve assez dispensable. Ouais, bah là, je crois que c'est le jeu full extension. C'est une extension assez dispensable, sauf que ils ont rajouté de la symétrie, des petits pouvoirs de départ. Et alors, histoire de surproduire le jeu, parce que voilà, Everdell, c'est un petit peu comme ça. Il y a ce truc de chaque pouvoir, donc est une petite faction d'animal, et ils ont créé des meeples pour chaque faction d'animal. Donc voilà, si vous avez toutes les extensions, vous avez tous les meeples de toute la symétrie de Belfair. Voilà, la symétrie est plutôt sympathique, donc elle craque un petit peu le jeu, mais du coup ils ont compensé ça avec un ouvrier en moins que tu récoltes à la première phase. Donc ça c'est plutôt pas mal équilibré. Ouais, j'ai pas dit, mais sur le jeu de base, le jeu c'est plus de l'optimisation de comment tu fais les choses au mieux plutôt que vraiment poser les 15 cartes, parce que poser les 15 cartes c'est relativement simple à faire quand tu connais le jeu, mais l'idée c'est vraiment d'optimiser ça au mieux. Voilà. Et après, Belfair rajoute pas mal de modules, notamment pour jouer à plus en fait, à 4 joueurs ou plus. Et comme je joue qu'à 2 ou 3, bah, c'est une extension que j'utilise assez peu, à part pour la symétrie. Par contre, l'extension que je joue pas mal, notamment en ce moment, c'est Spycrest. C'est censé être l'extension la plus tendue du jeu, qui manque beaucoup l'attention, pour la simple et bonne raison que tu as un nouveau plateau en bas là, voilà, qu'on voit ici. T'as un nouveau plateau, et en fait, tu as des conditions météo à chaque saison qui te rendent la partie plus dure. Par exemple, jouer une carte de ta main va coûter une ressource de plus. Donc, ok, jeu plus tendu, effectivement. T'as un petit lapin qui va monter, qui va faire un sentier, et du coup, tu vas récolter des tuiles pour faire des points de victoire en fin de partie en dépensant des ressources ou des cartes. Ok, cool. Une nouvelle façon de faire des points de victoire en fin de partie. Mais le problème, enfin le problème, c'est pas un problème, mais cette tension est contrebalancée par le fait que tu vas piocher des cartes à chaque saison qui vont te rajouter des pouvoirs en fait, et qui vont faire en fait, qui vont te créer de la symétrie en cours de partie. Donc évidemment, ça se joue pas vraiment très bien avec le module asymétrique, c'est vraiment l'un ou l'autre, sinon tu craques vraiment les systèmes de jeu.
Mais du coup, cette asymétrie en cours de partie est vraiment agréable, mais elle est vraiment plus forte que le malus des saisons en fait. Donc au final, le jeu est plus ouvert que le jeu de base. Contrairement à ce qui se dit, moi je fais des scores bien plus gros sur celui-là et vraiment il y a des moments où quand tu débloques certains pouvoirs et notamment tu as des gros animaux qui se rajoutent qui ont des pouvoirs assez forts pour la plupart, bah, tu te retrouves avec des moteurs quand même plus puissants que le jeu de base. Mais il a une variabilité en cours de partie que je trouve vraiment très très intéressante. Et puis surtout ce qui est vraiment très cool c'est que chaque extension raconte un peu sa propre histoire. T'as même pas besoin de lire le livret de règles. En fait, chaque module, l'extension, là, on voit très bien que là, ben, on va explorer un petit peu en dehors du village, la montagne et tout, et ça marche très très bien. Vraiment, la puissance thématique du jeu, entre la qualité visuelle et la façon dont les extensions sont montées thématiquement, ça marche extrêmement bien, et c'est pour moi quelque chose qui est un grand enseignement du jeu pour moi, qui est vraiment comment arriver à ancrer thématiquement le jeu dans son contexte et dans ses extensions. Ce que fait un petit peu Dune Imperium aussi, d'ailleurs, Dune Imperium, chaque extension rajoute ses modules en fonction de sa propre histoire et de sa propre de la façon dont il étend l'univers. Et Everdell le faisait déjà bah, très bien avant en fait. Et pour moi, c'est une très très bonne leçon à la fois de game design et d'édition. J'ai oublié un petit détail sur Belfair, l'autre module que je joue. Je m'en rends même plus compte tellement que je le joue de manière automatique. C'est qu'ils ont changé les objectifs du jeu de base. Et maintenant, c'est des objectifs en mode si vous avez 5 constructions communes ou 4 constructions uniques ou 4 symboles verts. Bah, c'est des objectifs sur lesquels tu as beaucoup plus d'interactions, qui sont beaucoup plus faciles à suivre autour de la table et qui te contraignent beaucoup moins que de jouer tel ou tel type de carte spécifiquement. Donc moi je joue de manière automatique maintenant avec ces objectifs-là. Donc voilà. Niveau défaut, bah, je trouve que son interaction limitée fait que t'as pas très envie de le jouer à plus de 3 pour moi très clairement. Tu rajoutes du temps de jeu sur un jeu qui le mérite pas spécialement. En tout cas, ça rajoute du temps de jeu global, mais ça te rajoute pas du temps de jeu à toi et ça rajoute pas spécialement de l'intérêt particulier. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les parties de moins d'une heure à deux et de une heure et quart à trois. Je trouve que c'est un format dans lequel il excelle. L'édition, j'ai pas parlé de l'édition, on va en parler. Bah, l'édition est juste géniale, mais le jeu est cher. Voilà, il y a un problème dans l'édition. Enfin, il y a deux soucis, moi je trouve. L'arbre, personne joue avec, c'est joli, mais c'est pas très visuel. Enfin, on voit pas très bien les objectifs dessus, parce que normalement on met les objectifs dessus, ça prend une place de ouf. Comme vous voyez avec les extensions, ça prend déjà de la place de ouf. Là déjà Spycrest, ça rajoute un plateau là. Si vous rajoutez Pearlbrook, dont j'ai pas parlé, ça rajoute un plateau là. Plus son tableau de 5 x 3. Voilà, ça devient vraiment vite le gros bordel. Même à 2, ça peut vite prendre de la place. Donc je vous laisse imaginer à 4 ou 5, c'est juste complètement débile. Euh, il conseille évidemment chaque grosse extension, c'est-à-dire pas juste les extensions qui rajoutent des modules, de jouer qu'une grosse extension à la fois. Et ça fait totalement sens parce que vu que chaque extension raconte un petit peu sa propre histoire, ça aurait pas trop de sens de raconter des histoires un peu simultanées. Ça peut se faire, je pense quand même, mais il conseille de pas le faire et effectivement non, parce que même en termes de game design, tu craques vite les systèmes de jeu. Le jeu a déjà pas une tension extrême, donc il est assez facile de se retrouver avec des combinaisons d'extensions et de cartes complètement craquées très facilement. Donc voilà, c'est un jeu qui a un game design qui est vraiment sur le fil et qui a une gestion de l'attention qui est vraiment sur le fil. Donc il faut vraiment faire attention dans la manière dont tu rajoutes les modules et les extensions. Moi, au rang des regrets, ils ont sorti deux extensions là récemment. Il y en a une que je vais recevoir qui notamment rajoute un bot à deux. J'avais envie de voir par curiosité ce que ça donnait et rajoute d'autres micro-modules. Donc c'est une extension qui se rajoute avec les grosses extensions, donc ça c'est cool. Et ils ont rajouté une grosse extension euh, que j'ai même pas envie de tester parce que j'ai lu tous les avis sur BGG, ils disent que ça détend le jeu. Donc déjà, sachant que c'est déjà des gens qui trouvaient que Spycraft rajoutait de la tension au jeu, alors que je trouve pas du tout. Donc j'ose même pas imaginer sur un jeu qui est unanimement reconnu comme détendant le jeu. Ça, c'est pas du tout pour moi. Moi, au contraire, j'aimerais bien qu'il y ait une grosse extension qui rajoute de la tension au jeu de manière un peu plus significative. Ça serait vraiment cool parce qu'au final, c'est presque le jeu de base qui est le plus tendu en fait, ce qui est un peu paradoxal.
Donc voilà, et puis là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'ils se lancent un peu dans la commercialisation à grande échelle du jeu, en sortant, là ils sortent une nouvelle version de Everdell qui s'appelle Far Shore, qui est dans un nouvel univers, mais qui a priori fait exactement la même chose que le jeu de base, pour presque 2 fois plus cher. Donc voilà, là on est parti dans l'industrialisation de masse du concept d'Everdell. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment le jeu de base et puis au fur et à mesure ajouter des extensions selon l'univers qui vous plaît. Moi j'aime beaucoup Spycrest. S'il y en avait une à conseiller, ça serait celle-là, même si elle détend un peu le jeu. Je trouve qu'en termes d'univers et de ce qui se passe, c'est la plus intéressante. Mais voilà, après, c'est à vous de voir. Ensuite, on va enchaîner sur un autre jeu des vacances, Azul, mais attention, c'est Azul Mini. Azul, c'est un jeu que j'avais un petit peu joué à l'époque où c'est sorti, mais plutôt en assaut, et j'avais toujours bien aimé. Je savais que c'était pas totalement mon style de jeu, mais je trouvais ça justement pour un jeu qui sur le papier est pas du tout mon style, assez abstrait. Je trouvais que ça fonctionnait vachement bien. Et du coup, j'ai pas mal joué à deux en vacances à Azul Mini, qui est une version en fait avec des plateaux, avec des tuiles plus petites que tu peux clipser un petit peu, qui marche plutôt pas mal. Alors évidemment, pour les grosses mains, c'est quand même moins agréable que le jeu de base, mais il coûte même pas 20 balles. Il est beaucoup plus simple à transporter. Et moi, je trouve quand même que c'est un gros avantage. Et du coup, j'ai eu le temps de le doser un peu plus, de doser un petit peu plus en game design. Et je suis à la fois toujours aussi dithyrambique sur putain, qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce que c'est bien designé. Et à la fois, en tout cas à deux, euh, je trouve qu'il a un petit côté un petit peu automatique sur certains trucs. Déjà, faire des couleurs à deux, c'est quasi impossible pour la simple et bonne raison qu'en fait, il n'y a que 5 manches à deux, quasi systématiquement. C'est presque impossible de faire au-delà de 5 manches à deux. À 3 ou 4, bon, souvent aussi, il va y avoir que 5 manches, mais le truc, c'est que comme il y a plus de tuiles qui sont piochées, il y a plus de tuiles qui vont être remélangées, alors qu'à 2 tu les remélanges jamais. Du coup, là, faire la couleur, ça devient quasi impossible, parce que tu ne les revois jamais remélangées plus tard, en fait. C'est vraiment très dur à faire. Et du coup, il y a vraiment ce truc de la course à la ligne, puis la course à une ou deux colonnes, et c'est comme ça que ça se joue. Et du coup, ça crée un petit pattern un petit peu automatique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de décision dans la manière dont tu vas prendre les tuiles, mais il y a quand même une manière de scorer qui est quand même toujours plus ou moins la même. Après, évidemment, quand tu es plus malin, tu vas réussir à les assembler de manière à créer des adjacences de manière plus systématique et donc plus scorer en cours de game. Mais les fins de game, je les trouve un petit peu déceptives sur la manière dont score la fin. En gros, la fin n'appuie que ce qui s'est passé pendant la partie. Si quelqu'un est déjà devant et qui s'est quand même démerdé pour faire ses colonnes comme l'autre, mais qu'il a réussi au passage à plus facilement scorer pendant la partie en les collant plus facilement, bah en fait il va gagner. Donc après, c'est vrai qu'à deux, là où c'est intéressant, c'est vraiment dans la façon dont t'empêches. En fait, c'est la réflexion de qu'est-ce qui est plus rentable pour moi? Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne ça parce que ça va être plus rentable pour moi plutôt que je lui empêche ça qui va être peut-être plus rentable pour lui. En fait, l'essentiel des calculs va se faire là. Et le jeu reste quand même vachement intéressant. Moi, j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. C'est très rapide, c'est très ludique, malgré son côté abstrait. Je trouve qu'il y a un côté très très ludique dans le jeu. Mais voilà, avec un peu plus de modération que ce que j'imaginais, parce que quand j'en fais trop de parties d'affilée, j'ai quand même un peu trop l'impression de tourner le design du jeu en boucle. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il est mauvais, mais juste que les manières de scorer à la fin sont quand même un peu plus scriptées, entre guillemets. Et voilà. Donc c'était un petit avis rapide sur Azul là, qui en a pas vraiment besoin, mais la version voyage en termes d'édition, plutôt sympa. Il y a des trucs un petit peu bizarres. Ils ont donné un sachet, sauf que le sachet ne se zippe pas, il se ferme avec un petit clips. Du coup, tu peux pas mettre les tuiles dedans comme ça, tu es obligé de les mettre dans un sachet, sinon elles se barrent quand tu le transportes. Donc voilà, ça c'est un petit peu incompréhensible comme décision. Je trouve ça un peu naze. Par contre, les plateaux sont bien, le scoring sur les plateaux avec des petits zips là comme ça marche bien. Les tuiles sont plus petites mais obligées pour prendre moins de place. Elles marchent bien aussi, elles sont de bonne qualité. Donc voilà, version de voyage plutôt réussie, hormis ce sac. Et ça c'est un peu incompréhensible. Ensuite, on va finir sur Earthbound Rangers. Alors ça a été un petit peu un petit buzz de l'été, on va dire. Notamment de par sa charte graphique, hein, clairement, ça c'est la boîte, c'est complètement magnifique. Et puis c'est designé par des gens qui ont bossé notamment sur Arkham chez LCG, hein, le jeu coopératif de cartes.
Et en fait, bah voilà, il y avait un petit peu, moi j'avoue, j'avais un petit peu une attente autour de ça. Tu te dis, c'est les designers de Arkham, voilà, il y a quand même une hype qui se monte. Et puis moi je trouve que la thématique est vraiment très agréable. On est en fait des rangers dans un monde post-apocalyptique, mais la version positive de la force, dans le sens où tout le monde s'est un peu réorienté autour de la nature, on fonctionne un peu par village, par fonctionnement tribal. Et en fait les rangers sont un peu là pour être garants de la paix et de l'harmonie entre la nature et les humains. Donc je trouve qu'il y a il y a un côté thématique que je trouve vraiment très stylé. Euh, mais alors, c'est pas un mais en mode mais le jeu est naze et tout, c'est pas du tout ça. C'est que si on s'attend à une vraie satisfaction de gestion et de moteur de cartes et de fabrication de decks, on est sur une partie un peu différente qui est pour moi, en fait, c'est du jeu de cartes narratif. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le côté RPG de la force. Et d'ailleurs, on le voit très vite quand on lit le livret de règles. Il y a toute une partie sur sa spécialisation. En fait, on choisit une classe et on choisit une spécialisation, un métier, je crois qu'ils appellent ça dans le jeu, et qui en fait va créer ton deck. Tu vas choisir des cartes là-dedans. Sauf qu'au début, quand tu le fais, tu sais pas trop quel type de carte choisir parce que t'as pas trop conscience des mécaniques. Et en fait, les mécaniques, elles sont simples, elles tournent autour de tests. Très principalement, c'est des tests à faire. Et donc, vous voyez, on a des cartes, on a une carte de spécialisation un petit peu totalement comme dans un RPG. Et on peut avoir 3 en physique, et 2 en esprit, et un en concentration, et 2 en vigilance, par exemple. Et du coup, quand on fait un test, donc les cartes demandent des tests différents évidemment. Bah, on enlève un symbole d'énergie, on va défausser des cartes qui ont un autre symbole qui correspond à ce test. Et après on tire une carte aléatoire qui va amener un modificateur au test. Voilà, on la voit en haut. Et elle va nous dire par exemple -1 au test ou 0 au test. Et on va savoir d'un si on a réussi ou pas le test. Et de deux si on rajoute des tokens de progression sur ce test. Voilà. Ça c'est le game design expliqué de manière assez simple. Et du coup, toutes les cartes vont tourner autour de ça, ajouter, simplifier des tests, parfois des petits twists autour de ça. Mais voilà, j'en arrive direct presque au point négatif qui est que si vous attendez à de la vraie satisfaction de moteur de cartes, non. Clairement, le design des cartes. En fait, le design général autour des tests ne permet pas de faire des choses extrêmement sophistiquées en termes de game design autour des cartes, en fait. Par contre, là où c'est très sophistiqué et là où c'est très satisfaisant, c'est la narration et la manière dont les cartes gèrent la narration. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais vu. Il y a deux choses totalement brillantes dans le jeu. La première est la distance. Quand tu joues des cartes chez toi, c'est considéré comme à ta portée. Il y a des cartes qui vont apparaître devant toi, par exemple environnementales, par exemple un animal ou une plante. Elle va apparaître devant toi, potentiellement. Ça, c'est à portée. Il y a des cartes qui apparaissent dans le chemin, qui sont un cran au-dessus, et il y a les cartes qui sont un petit peu l'objectif du scénario du chapitre en cours, qui vont être encore au-dessus. Et en fait, quand tu interagis avec une carte qui n'est pas à ta portée, tu vas devoir payer de la fatigue pour toutes les cartes qui sont entre, en fait. Et la fatigue, en fait, c'est tout simplement prendre des cartes du dessus du deck et les mettre dans une pile séparée. Et en fait, c'est ça qui va accélérer la fin de la journée. Et la fin de la journée, c'est un peu la fin du chapitre. Et au fur et à mesure, tu as un guide de campagne qui va calculer tes journées. Et à la fin des 30 journées, je crois, bah, la campagne s'arrête. Et voilà. Mais en gros, du coup, c'est très difficile de parler de difficulté de jeu parce qu'en fait, la difficulté est juste la difficulté que toi tu te mets. Parce que tu peux très bien faire totalement n'importe quoi et finir ta journée très rapidement, mais le seul truc que tu as, c'est que tu auras des campagnes beaucoup plus courtes que quelqu'un qui va pouvoir faire 3 ou 4 scénarios en une journée. Mais c'est tout en fait. C'est une difficulté vraiment très roleplay en fait. C'est pas du tout une difficulté de jeu parce que tu meurs jamais réellement. T'as des dégâts qui te rajoutent de la fatigue ou qui vont faire que tu vas finir ta journée. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre quel était l'enjeu du jeu. Mais en fait, l'enjeu, c'est juste toi, l'histoire que tu as envie de te raconter et à quelle vitesse tu as envie de te la raconter, en fait. Donc voilà. Et ensuite, autre truc brillant, à chaque fois que tu tires une carte de modificateur sur un test, il y a un symbole en bas qui va activer les cartes, en fait. Parce que les cartes, elles ont un bandeau en bas. Par exemple, là, on voit un bandeau bleu qui dit tous ces bandeaux-là vont s'activer. Et en fait, il y a un truc de narration un peu environnementale qui se crée là-dedans, qui est vraiment
hyper bien foutu, genre t'as des animaux qui vont interagir avec tel type de végétal ou tel type de sentier, machin. Enfin, c'est vraiment très très bien foutu. Et en plus, évidemment, selon les lieux que tu visites et le sentier que tu visites, non, et le sentier par lequel tu passes, tu vas avoir des decks différents. Typiquement, les lieux en deck, et si t'es passé par une montagne ou si t'es passé par une tourbière, tu vas ajouter un autre deck correspondant. Et donc, il va créer des interactions environnementales différentes. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant, mais c'est hyper intéressant dans la narration. En fait, le jeu est vraiment très très roleplay et très très narratif. Et il faut vraiment tirer sa satisfaction de ça. Parce que si vous cherchez à tirer votre satisfaction du moteur de cartes et d'une difficulté de gagner ou de perdre et tout, c'est pas du tout un jeu pour vous en fait. Et en fait, c'est ça que j'ai eu un peu de mal à comprendre et qui m'a pas totalement satisfait. Parce que moi, perso, j'ai besoin quand même de plus de gameplay. Et en termes de pur gameplay, et en tout cas en termes de pur gameplay de cartes, il y a un truc qui me manque là-dedans. Mais qui va pas manquer à quelqu'un qui va chercher une expérience très narrative et qui va acheter le jeu pour ça, en fait. En fait, pour moi, c'est vraiment une proposition de jeu de cartes extrêmement narratif dans lequel vous allez tirer votre plaisir de ce côté très open world des différentes approches et des différentes quêtes que vous avez envie ou pas de faire, parce que tu peux totalement refuser ou accepter les quêtes en fonction de ce que tu as envie, et de faire des tests à gogo autour de ça, et donc d'avoir une approche très RPG autour de ça. Donc voilà, principalement, on peut résumer le jeu comme ça. Chaque campagne va être évidemment très différente parce que tu vas partir sur des quêtes et des scénarios totalement différents à chaque fois. Il y a beaucoup de surprises parce que les lieux ont vraiment des quêtes et des trucs environnementaux qui vont se passer, qui vont être très variés. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Je trouve qu'il y a une proposition qui est très chouette. On a une carte aussi, voilà, qui nous dit bah, comment on se déplace en fait, tout simplement. Mais voilà, il y a un peu ce truc aussi de pas trop savoir où on va, quel est vraiment l'objectif du jeu. En plus, le livret de règles, on arrive au point vraiment négatif là pour le coup. Le livret de règles, moi je le trouve pas du tout bien. Vraiment, je trouve ça assez catastrophique comme livre de règles, dans le sens où il n'arrive pas du tout à t'expliquer réellement quels sont les enjeux du jeu. Il t'explique des règles par-ci par-là, des mots-clés, très bien, mais on ne comprend pas les enjeux, on ne comprend pas ce que c'est réellement l'enjeu de finir une journée ou pas. Ça te dit ça fait ça, mais c'est pas très clair. Le livret de règles est gros en plus. Bon, évidemment, il y a toute une partie qui est sur le côté spécialisation RPG, ça qui est très cool, mais la partie règles en tant que telle aurait dû être beaucoup plus condensée parce qu'au final, ce que proposent les enjeux, ce que propose le jeu en termes de gameplay pur est pas si complexe que ça. Il y a une espèce de prologue pour t'amener qui, moi, pour moi, est beaucoup plus perd plus le joueur qu'autre chose. Parce qu'en fait, le prologue te fait dire, mais c'est ça le jeu, il n'y a rien en fait. Et en fait, il va t'amener à construire ton deck en même temps. Mais pour moi, il y aurait dû avoir des moyens beaucoup plus simples de t'immerger dans le jeu. Limite, te proposer sur la première campagne des decks un petit peu préconstruits. Genre en mode, vous voulez partir sur cette spécialisation et cette spécialisation. Bah, prenez les cartes un petit peu au pif en fonction des illustrations, soit prenez-les totalement, et puis on vous explique de manière vraiment ludique comment fonctionne un test, et puis point barre, vous passez à la vraie campagne, ou dès la vraie campagne, on t'explique un peu comment fonctionne le test juste une fois, et après tu rentres dans le vrai truc. Là, le prologue, tu te dis, mais putain, c'est juste ça le jeu, c'est nul, enfin, tu vois pas du tout où ça amène, et pareil, même quand tu commences la campagne, le jeu met du temps t'amener à ce qui est censé être le jeu, parce qu'en fait, je pense aussi parce que la proposition du jeu est pas claire et pas assumée. En fait, assumer que c'est un jeu purement narratif dans lequel il n'y a pas vraiment d'objectif de gagner ou de perdre et qui est de juste te raconter une histoire. Mais je pense qu'ils ont eu peur, un petit peu peur de perdre les joueurs là-dedans. Et effectivement, bah, de toute façon, ils les perdent quand même en fait. C'est vraiment très problématique la manière dont le jeu te l'amène et la manière dont le jeu assume pas totalement ce qu'il est réellement, qui est un pur jeu narratif en fait. Et s'il y a autre chose, ben racontez-nous-le vite en fait. Mais le truc c'est que moi j'ai fait une moitié de campagne et il n'y a pas vraiment autre chose en fait. Donc du coup, mentez pas aux joueurs sur ce qui est censé être le jeu en le vendant comme un jeu à des gens qui ont des années Arkham, alors qu'en fait c'est une proposition totalement différente. Donc voilà, pour moi ça c'est un vrai souci. Et c'est presque son seul vrai souci en fait, j'ai envie de dire. Après le reste est plus philosophique quoi. Après en termes d'édition, ils ont fait un choix un petit peu éco-responsable.
qui est une boîte assez sommaire avec beaucoup de cartes. Par contre, il y a des intercalaires, ça c'est cool. Et le matos et tout est vraiment bien. Les illustrations sont ouf. Vraiment, l'univers et les illustrations sont complètement géniales. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu sommaire dans le matos en tant que tel. Et le jeu est cher. Il est à 80 ou 90. Clairement, c'est cher. Par contre, et parce que voilà, ils ont fait ce choix éco-responsable, machin, et donc la production en Europe à l'heure actuelle, elle reste toujours plus chère, très clairement. Je pense qu'aussi que c'est du papier recyclable et tout, ça sent à la qualité du papier et tout, et ça c'est cool. Quelque part, ça pratique presque à l'immersion dans le thème et à la cohérence avec le thème en fait, et donc ça j'aime beaucoup. Tu paies 90 balles, ok. Par contre, si t'aimes la proposition, clairement, le jeu te permet de faire plusieurs campagnes et tout, parce qu'il y a plusieurs manières de builder. Il y a forcément plein d'endroits dans lesquels tu n'auras pas été sur tes premières campagnes, donc il y a plein de moyens d'aller dans des lieux que tu n'auras pas vus, avec des persos, buildés de manière différente et tout, qui auront des spécialisations différentes. Donc, ouais, c'est un petit peu cher. Je l'aurais plus vu autour des 60-70, clairement. Mais quand même, la durée de vie du jeu est quand même vraiment là. T'as quand même l'impression d'avoir un jeu de base avec plein d'extensions. Le jeu marche pas vraiment de manière avec des extensions, mais il te donne l'impression. C'est pas comme un set de base de Arkham ou de Seigneur des Anneaux où t'as trois decks méchants et puis t'as quatre héros. Et une fois que t'as fait le tour de ça, bah voilà, le jeu, t'as besoin absolument d'avoir des extensions rapidement. Là, le jeu organisé de manière différente, comme il est organisé autour d'une histoire et de lieux à découvrir, c'est très différent en fait. Donc, du coup, c'est pas non plus totalement déconnant. Tu payes les 20 euros en fait en plus de production en Europe. Et je pense qu'éthiquement, ça les vaut. Mais clairement, il va falloir qu'à terme, en Europe, on puisse commencer à réduire ce gap de fabrication, de coûts de fabrication. Je ne sais pas quand ça va être atteint, mais il va falloir quand même un petit peu le réduire parce qu'on ne peut pas avoir à la fois d'un côté la bourse des joueurs qui baisse, hein, forcément, en plus avec l'inflation, et d'un autre côté, avoir des jeux fabriqués en Europe qui font l'équivalent de jeux en Chine, mais pour 20, 30, 40 balles de plus. C'est compliqué, il faudra arriver à réduire ce gap à 10-15 balles, je pense. Je sais pas si c'est possible, mais voilà. En tout cas, dans la démarche de ce jeu, ça vaut clairement le coup. Et voilà, à vous de voir si la proposition de jeu très narrative, et j'insiste sur le très narratif et le très open world aussi d'ailleurs, parce que t'as pas ce truc de dès le début on vous dit ta quête principale ça sera ça. Non, il y a vraiment ce truc. Vous êtes un ranger un petit peu débutant et vous allez commencer à faire des trucs au fur et à mesure et la quête principale va se faire un petit peu au fur et à mesure en fait. Donc du coup il faut aimer vraiment ce truc un petit peu lâché dans un open world et à toi de te raconter ton histoire là-dedans et le jeu va vraiment t'aider à te la raconter. Mais il faut aussi que toi tu sois dans cette démarche d'être dans ce truc, vas-y je vais aller faire mon histoire et je vais aller explorer cet univers. Donc voilà. Je pense que j'en ai assez dit sur Iceborne Ranger. Donc voilà, petite vidéo de la rentrée avec des jeux, avec des thématiques de l'amour, on va dire. Donc encore une fois, n'hésitez pas au pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Salut!